sommes le mardi 11 mars. Merci de nous avoir choisis pour vous informer de bon matin. On démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, bonjour. Bonjour papa. Alors les journalistes israéliens étaient tous au rendez-vous hier à Eilat pour découvrir la cargaison d'armes du Closset, présentée en personne par un Binyamin Netanyahou très en forme. Très en forme, oui, il est jamais plus à l'aise que dans ce genre de rendez-vous. Et face à l'évidence, quelle preuve faut-il encore s'interroge ce matin le quotidien qui lui est proche, le quotidien à grand tirage Israël Hayom, eh bien aux côtés des images du butin, inspecté scrupuleusement, vous le voyez, par le ministre de la Défense Moshe Ya'alon, cette mise en garde du Premier ministre israélien pour réveiller la communauté internationale de sa léthargie, de sa stupeur vis-à-vis de l'Iran. Aujourd'hui, ce sont des missiles, demain, ce sera des valises nucléaires, a déclaré le Premier ministre israélien. Mais le grand show israélien suffira-t-il à convaincre la communauté internationale? Rien n'est moins sûr, affirme la grande plume du Yediot Aharonot Nahum Barnea ce matin, car quand Netanyahou hurle le loup, eh bien le monde, lui, se tait. L'armée israélienne, la grande muette, elle aussi aurait été mise mal à l'aise par l'exubérance du spectacle sur le quai du port d'Eilat. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin l'analyste militaire du Haaretz, Amos Harel. Même les hauts gradés israéliens émettent des réserves sur ce show médiatique et estiment qu'il est hors de proportion. Les réserves de l'état-major israélien, donc pour Amos Harel, et puis pour Ami Oren, dans le même journal, si l'opération militaire fut juste et indispensable, sa récupération politique, elle, laisse un arrière-goût de réchauffer, un show inutile et sans bénéfice, si ce n'est pour l'homme politique, Binyamin Netanyahou, donc, qui redoute une perte de vitesse, tant dans son pays qu'à l'étranger. Mais les mots les plus durs, c'est sans doute le Yediot Aharonot sous la plume de Shimon Schiffer qui les réserve ce matin à Binyamin Netanyahou. Pour l'éditorialiste, cette mise en scène médiatique n'est autre qu'un festival au rabais. Gageons, fustige Schiffer, que Netanyahou a cherché à remporter à faible coût une victoire médiatique après avoir échoué à mobiliser le monde face au danger du nucléaire iranien. Des journaux israéliens très critiques ce matin sur cette affaire du Closset. Allez, on jette un coup d'œil à présent sur les unes des journaux jordaniens. Cette fois, c'est la colère qui domine après la mort hier d'un juge palestinien vivant en Jordanie. C'était à la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie. Oui, alors pour l'armée israélienne, l'homme a été tué par balle après avoir tenté de s'emparer de l'arme d'un soldat israélien. Un argument qui, vous allez voir, ne semble pas convaincre ce matin nos confrères jordaniens. L'incident est à la une de tous les quotidiens du royaume hachémite, au point de passage frontalier qui porte le nom du roi Hussein. L'occupation israélienne assassine un magistrat jordanien. C'est le titre en une du journal Ad-Dustour, la Constitution. Et puis pour le Al-Rad, le journal demain, donc la mort du magistrat de 38 ans, Raed Zoheter, fait exploser de colère le peuple jordanien. Amman qui condamne vivement et qui demande d'ailleurs à Tel Aviv, selon le journal Ara'i, une enquête immédiate. Et alors qu'un ministre jordanien a promis des mesures ferme contre Israël dans les journaux jordaniens, et bien quelques 200 manifestants assiégeaient hier soir l'ambassade d'Israël en Jordanie en réclamant l'expulsion de l'ambassadeur. Les médias d'ailleurs qui annoncent que le chargé d'affaires de la chancellerie israélienne a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères à Amman. Et on termine par ce titre d'un quotidien de la bande de Gaza. Le Hamas promet de viser le nord d'Israël lors du prochain affrontement avec l'ennemi sioniste. Oui, décidément, les roquettes sont à l'honneur de la presse régionale ce matin. À chacun ses cérémonies, à chacun ses rituels. À Gaza, le Hamas au pouvoir vient d'inaugurer un monument représentant une roquette M75. Le projectile, vous allez le voir, est fièrement arboré sur une des places de la ville. Une place qui portera désormais le nom de Ibrahim Makadma, en hommage à l'un des fondateurs des brigades Ezzedine Al-Qassam, éliminé par l'armée israélienne en 2003. D'ailleurs, le journal du Hamas, Palestine, note que le M de M75 eh bien, est dédié à Makadma et le 75 se réfère à la portée de la roquette, 75 km. Et sur le piédestal, vous le voyez donc en une du journal, on voit une fresque de la Palestine mandataire avec les dates des tirs de novembre 2012, date à laquelle auquel le Hamas avait tiré sur Jérusalem et sur Tel Aviv, avec un point d'interrogation sur la partie nord du territoire israélien, un point d'interrogation qui indique que les villes du nord d'Israël feront partie des cibles des Qassam et de la résistance dans toute future confrontation. Fin de citation. Voilà, une menace en bonne et due forme. Merci beaucoup Cyril. On se retrouve tout à l'heure. On parlera d'une communauté juive perdue quelque part en Russie. Une histoire passionnante. À tout à l'heure.
Vous êtes sur i24 News, nous sommes le mardi 11 mars. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Ce matin, Israël tente par voie diplomatique de calmer les esprits en Jordanie après la mort hier d'un homme d'origine palestinienne. Raed Zeter est juge. Il a été tué par des tirs de l'armée israélienne alors qu'il tentait, selon Tzahal, de voler l'arme d'un soldat au pont Allenby. Israël a promis de transmettre aux autorités jordaniennes tous les éléments de l'enquête. Le niveau d'alerte autour de l'ambassade israélienne à Amman a été relevé après une violente manifestation hier, vous le voyez sur ces images. Benjamin Netanyahou accuse la communauté internationale d'hypocrisie lors d'une conférence de presse hier devant le navire armé par l'Iran et a raisonné à Eilat. Le Premier ministre israélien a été on ne peut plus clair. Au mieux, j'ai entendu des condamnations timides face à cette cargaison de la mort. Alors que si nous construisons ne serait-ce qu'un balcon à Jérusalem, c'est un concert de condamnations qui surgit. C'est une hypocrisie immorale et dangereuse. Fin de citation. L'Iran serait-il derrière la disparition du Boeing malaisien? C'est un homme d'affaires iranien en tout cas qui aurait acheté les billets d'avion des passagers munis de faux passeports. Les billets auraient été réservés dans une agence de voyage en Thaïlande par un intermédiaire iranien connu sous le nom de Monsieur Ali. Enfin, l'image de ce mardi, c'est ce tableau du peintre flamand de Momper avec deux autres œuvres d'art. Il sera restitué aujourd'hui à ses propriétaires lors d'une cérémonie officielle au ministère de la Culture à Paris. Ces tableaux font partie des 2000 œuvres d'art spoliées par les nazis en France pendant la guerre et conservées dans les musées français jusqu'à ce que leurs propriétaires soient retrouvés. Sur ces images, la ministre de la Culture, Filippetti, qui sera à l'honneur de cette cérémonie cet après-midi. Une semaine déterminante pour la politique du gouvernement Netanyahou. 3 lois, 3 projets phares de la coalition sont soumis au vote de la Knesset cette semaine. Mais voilà, le Parlement israélien est tout simplement divisé en deux. La majorité et l'opposition ne débattent pas. Elles se réunissent dans des salles séparées. C'est sans précédent dans l'histoire de la démocratie israélienne. Dror Even-Sapir, notre analyste politique, est là pour en parler. Alors Dror, il se passe quoi exactement à la Knesset? Comme vous l'avez dit, deux Knesset en quelque sorte. L'hémicycle où vous avez les membres, les représentants de la coalition gouvernementale qui forcément ne débattent pas entre eux. Ils sont plus ou moins d'accord, plus ou moins on y reviendra. Les choses sont plus complexes. Donc un hémicycle quasiment vide. Et puis les représentants de l'opposition, les 52 membres de l'opposition qui se réunissent, eux, dans une autre salle de la Knesset, à quelques mètres de l'hémicycle, et qui débattent et qui organisent même des simulacres de vote, comme s'ils débattaient véritablement, en boycottant donc les véritables débats qui ont lieu à la Knesset. C'est comme si, vous savez, il y a en Grande-Bretagne ce qu'on appelle un cabinet fantôme, un gouvernement fantôme. Et bien là, il y a une Knesset fantôme de la décision de l'opposition. C'est l'opposition qui a décidé donc d'organiser un débat où là aussi elle débat entre elles. Il n'y a pas de débat entre la majorité et l'opposition. C'est une situation qui n'a pas de précédent quasiment en Israël. Pourquoi l'opposition a décidé comme ça de boycotter ces débats et ces votes cruciaux, on va le dire? Des votes cruciaux qui vont s'étaler sur 4 jours. Ça a commencé hier et ça va se terminer jeudi. Aujourd'hui, il s'agira de voter en seconde et en troisième lecture un projet de loi sur la gouvernabilité avec une mesure importante, la hausse du seuil d'éligibilité. Auparavant, il suffisait de 2% pour entrer à la Knesset. Maintenant, c'est 3,25%. Demain, il s'agira de voter la loi sur l'incorporation des orthodoxes au service militaire. Et puis jeudi, la loi sur le référendum en cas de retrait territoriaux. Et pourquoi l'opposition proteste? L'opposition proteste parce qu'elle considère que des lois aussi importantes ne peuvent pas être votées en seconde et en troisième lecture en un temps aussi réduit, qu'il faut des débats, qu'il faut laisser à l'opposition la possibilité non seulement d'exprimer son désaccord, mais aussi éventuellement déposer des amendements, de faire durer le débat, d'expliquer à la population, aux électeurs, en quoi, selon l'opposition, ces projets de loi c'est une procédure accélérée qui a été mise en place par la coalition. C'est une procédure accélérée. Je vous propose d'écouter le leader de l'opposition, le président du Parti travailliste, Yitzhak Herzog, qui explique pourquoi, selon lui, le gouvernement est allé trop loin dans cette volonté de tout faire passer en un seul moment, en une seule unité de temps. On va l'écouter.
Nous envisageons des mesures radicales et sévères. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre des actions extrémistes. Ce genre de comportement est sans précédent depuis la création de l'État et du Parlement. Ils ont franchi une ligne rouge. Extrémiste, le gouvernement ? Alors, d'après l'opposition, oui, mais tout de même, chacune de ces 3 lois a été précédée d'un débat en commission, ensuite d'un débat en séance plénière pour la première lecture. Donc il y a eu, on a parlé ici même, assez longuement de cette fameuse loi sur l'incorporation des ultra-orthodoxes au service militaire, le référendum aussi, la hausse du seuil d'éligibilité. Tout ça, c'est pas nouveau. Le processus législatif dure quand même depuis plusieurs mois et l'opposition a été un petit peu mis au pied du mur, puisque en 3-4 jours, il s'agit pour le gouvernement de tout faire passer, de tout voter, et en décidant donc de boycotter les derniers débats et les votes en seconde et en troisième lecture, eh bien l'opposition joue la politique de la chaise vide. Alors ça peut avoir un certain retentissement médiatique, ça peut aussi favoriser des alliances dans l'opposition, renforcer cette alliance de circonstances entre la gauche israélienne et les partis ultra-orthodoxes qui sont aussi dans l'opposition. Mais concrètement, est-ce que l'opposition joue son rôle avec cette politique de la chaise vide ? La question reste posée tout de même. Voilà, que la coalition fasse passer ses lois en majorité, c'est les règles du jeu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais joueur pour le moment, Bouguy Herzog ? Alors écoutez, c'est effectivement ce que lui reproche notamment le président de la Knesset, qui considère que l'opposition et son président Yitzhak Herzog ne jouent pas le jeu parlementaire en boycottant ces débats. Mais il faut quand même insister sur le fait que ces 3 lois, Barbara, elles sont cruciales. La première loi est cruciale pour l'avenir de la société israélienne, l'incorporation d'une partie en tout cas des orthodoxes, des ultra-orthodoxes au service national, militaire ou civil, est crucial aussi pour leur intégration dans la société, dans le marché du travail et donc dans la société israélienne. Pour le système politique, la loi sur la gouvernabilité, elle est essentielle parce que augmenter d'une manière aussi drastique, de 2 à 3,25%, ça a l'air d'être quelque chose de assez... On reviendra sur ce schéma peut-être un petit peu plus tard, mais ça a l'air assez peu. Pour la stabilité politique, cette loi est importante. Alors justement, pour la stabilité politique, les promoteurs de la loi disent qu'elle est importante, mais en fait, en y réfléchissant un petit peu plus longuement, le gouvernement actuel est assez stable, le précédent gouvernement aussi est stable. Le but non avoué de cette loi sur l'augmentation du seuil d'éligibilité, c'est de barrer la route aux partis arabes, parce que ce sont eux qui sont principalement visés par cette loi, et ça peut avoir un effet inverse. Les partis arabes peuvent décider de former une liste commune et d'obtenir un plus grand nombre de sièges qu'ils n'ont actuellement du fait de leur division qui ne plaît pas à leurs électeurs. Troisième loi importante, bien évidemment, celle sur le référendum. Elle est essentielle pour l'avenir du processus de paix. Le but, il y a aussi un but non avoué. Le but non avoué, c'est de permettre au parti de Naftali Bennett de rester au gouvernement, même si Benjamin Netanyahou décide éventuellement d'importantes concessions territoriales dans le cadre du processus de paix. Donc des lois qui on le voit, qui peuvent avoir potentiellement, en tout cas, une importance considérable sur l'avenir de la société, du système politique et du processus de paix. Ce sont des lois qui font l'unanimité au sein même de la coalition ? Non, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, Barbara, le gouvernement a décidé de ce passage en force en un minimum de temps. Et là, on va voir le graphique qu'on a aperçu tout à l'heure. Voilà, les 3 lois, on peut constater que au sein même du gouvernement, au sein même de la coalition, elles ont des promoteurs. Par exemple, la loi sur les orthodoxes, et bien évidemment Yair Lapid et son parti centriste qui en sont les instigateurs. Mais par contre, au sein même de la coalition, d'autres composants de la coalition, ils sont très réticentes. Le parti du foyer juif de Naftali Bennett pour des raisons qui lui sont propres, le parti également de Lieberman et Israël Beitenou parce que Lieberman voulait que les Arabes israéliens soient aussi soumis à une loi sur l'incorporation obligatoire au service militaire. La loi sur la gouvernabilité, elle a été promue par le parti de Lieberman et celui de Lapid, mais celui de Tzipi Livni qui est un petit parti qui risque de disparaître de la classe menacé directement. Voilà, si le seuil d'éligibilité augmente, donc est beaucoup plus réticent. Donc même chose pour la loi sur le référendum en cas de retrait territoriaux. C'est bien évidemment le foyer juif de Naftali Bennett qui en est le principal instigateur, mais pour Tzipi Livni, un référendum sur le processus de paix, c'est pas forcément sa tasse de thé. Donc on peut constater qu'à l'intérieur même de la coalition, chaque composante aurait pu, si le vote sur ces 3 lois avait été espacé, n'avait pas été dans une même unité de temps, on aurait pu craindre, et c'est ce que les dirigeants de la coalition craignaient, que
chacune des composantes de la coalition fasse tomber une loi qui ne lui plaisait pas et donc, par conséquent, mettre la coalition même en danger. Faire voter tout en un seul bloc, en une seule unité de temps, en 3-4 jours, c'est faire en sorte que chacune des composantes de la coalition soit rappelée au principe de discipline de vote au sein même de la coalition gouvernementale. C'est l'objectif du gouvernement. Ça veut donc dire, pour finir, en une phrase, que ces 3 lois vont passer cette semaine à la Knesset ? Très probablement. L'opposition ne sera pas là, en tout cas, pour voter contre. Elle n'était pas, évidemment, par définition, elle n'était pas suffisamment importante pour pouvoir faire torpiller les voix. La seule chance de l'opposition, c'était, encore une fois, de miser sur les différences internes au sein de la coalition gouvernementale, ce que le gouvernement a bien compris, et c'est pour cela qu'il a décidé de ce passage en force, et c'est assez inédit dans la vie parlementaire israélienne. C'est partie de ce qu'on appelle la méthode, Netanyahou. On aura l'occasion d'en reparler dans cette édition avec quelqu'un de très critique à son égard. Ce sera à suivre. Merci beaucoup, Dror, d'être venu nous en parler. À suivre dans le Morning, le soulèvement en Syrie marque son 3e anniversaire cette semaine. On s'arrête ce matin sur les armes de guerre utilisées par Assad. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu Mahmoud Abbas hier soir lorsqu'il a répété son refus de reconnaître Israël comme État juif dans le cadre de tout futur accord de paix. Et c'est le thème de l'édito du jour signé par vous, Boaz Bismuth. Bonjour. Bonjour. Alors on a vu très bien que Mahmoud Abbas a trouvé la formule. Il faut être populaire et vous savez qu'il est parfois critiqué. Il ne dirige même pas toute l'autorité de toute sa population. Vous savez très bien qu'il a l'Est, il n'a pas l'Ouest, je parle bien sûr Ouest, je parle de Gaza. Mais là, on a trouvé cette magnifique formule. Alors, je lis l'AFP ce matin. Abbas refuse de reconnaître Israël comme État juif et tout le monde applaudit. Moi, ma seule inquiétude dans cette histoire, c'est que réellement, si au Moyen-Orient, on veut aboutir à atteindre cette paix, comment est-ce qu'on va le faire? Parce que là, on voit maintenant à présent que ce n'est pas du tout les problèmes territoriaux qui sont réellement le problème. C'est beaucoup plus important que sémantique, c'est beaucoup plus profond. C'est d'un côté, on a un Premier ministre israélien qui revient des États-Unis. Là, il a expliqué aux Américains l'importance des Palestiniens de reconnaître Israël comme un État juif. Donc, une condition importante, innégociable, intraitable. Et là, on voit Abbas, juste avant son visite aux États-Unis, la semaine prochaine, il a le 17 de ce mois-ci un rendez-vous avec le président Obama. Et lui, justement, il dit exactement comme Netanyahou, mais exactement ou justement le contraire. Et dans tout ça, dans ce fameux tango, comme Netanyahou parle de cette danse à 3, nous avons bien sûr aussi les Américains. Les Américains qui essayent bien sûr d'être très très équilibrés dans leur politique. Alors, certains Israéliens même trouvent que Kerry va trop loin du côté palestinien. Là déjà, ils se sont avancés. Ils ont parlé à maintes reprises, y compris le président Obama, de l'importance ou du fait que le monde doit reconnaître bien sûr Israël comme un État juif. Alors comment va-t-il se sortir de cette formule? Et ça me ramène, si vous voulez, un petit peu, encore une fois, cette même question. On parle beaucoup de sémantique, on parle beaucoup d'Oslo, on parle beaucoup de 67, de 48, on parle bien sûr du fait qu'on est tous des cousins, voire des frères, mais à la base, ce réel problème de est-ce qu'Israël peut avoir un État juif, on voit qu'en 2014, on a exactement le même problème que 48. Abbas ne le reconnaîtra jamais. Aucun dirigeant palestinien ne reconnaîtra le caractère juif d'Israël. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il faut pour atteindre cette paix réelle, il faut 2 choses. Il faut d'abord, commençant par les Israéliens eux-mêmes, il faut vraiment, en ce qui concerne bien sûr certains disent les colonies, d'autres les implantations, qu'Israël se décide. C'est-à-dire être sérieux et décider si on est sérieux. On veut cette paix et la paix aura un prix très très cher, y compris politique. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on accepte de reconnaître Israël comme État juif. Il faut savoir une chose. Alors justement, pourquoi c'est si important? J'étais sûr que vous allez poser cette question. Est-ce que c'est une demande qu'Israël ne pourra jamais refuser? Barbara, j'étais sûr que vous allez poser cette question et c'est pour ça que je suis venu ce matin. Écoutez, la question qui se pose, c'est pourquoi Israël est à cette exigence, justement pour le contraire. Pour ne pas que dans l'avenir, n'oubliez pas la démographie d'Israël. N'oubliez pas qu'Israël aussi, nous avons une démographie qui est spéciale. Et nous avons aussi nos Arabes qui sont israéliens. Et gare aux politiques, gare à l'homme politique, aux idéologues qui un jour va me dire qu'ils ne sont pas chez eux. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir qu'avec une démographie qui change, avec un État comme on est, et avec l'Israël que l'on a, et avec les voisins que l'on a, et avec aussi une autorité palestinienne ou un futur État palestinien dans lequel 50%, et je suis gentil, ne vont toujours dans leur tête reconnaître notre existence, il faut que cette chose soit définie. Si on serait par exemple à l'Union européenne en ce moment, et il s'agirait maintenant vraiment de la Suisse ou de, je ne sais pas, de la Belgique, et même en Belgique, vous avez vu le problème de 2 États pour 2 nations, donc peut-être l'exemple n'était pas bon. Mais si vous prenez par exemple maintenant, on est au Liechtenstein, alors peut-être on n'aurait pas eu cette exigence. Mais c'est aussi le passé et notre histoire commune qui nous dicte
et qui nous exige à demander. Alors d'abord, bien sûr, il y a cette sémantique. On n'est pas tous d'accord. La gauche pourrait très bien vivre sans cette reconnaissance palestinienne. D'abord, si en Israël on était tous d'accord, on ne serait pas en Israël. On a vu maintenant l'histoire du navire Klossi, à quel point les gens sont, même sur ce navire-là, où l'opinion publique est très fière de l'État d'Israël, vous lisez la presse, certains disent pourquoi on a fait tout ce show à Eilat, et certains disent bravo. Alors bien sûr qu'aussi sur l'État juif, même Shimon Peres, je tiens à vous rappeler, le président de l'État d'Israël pense que cette exigence n'est pas, n'est pas nécessaire. Sauf que moi, je suis de ceux qui pensent qu'elle est nécessaire. Je pense que c'était même pas une question de gauche-droite. Vous avez trouvé dans la gauche ou parmi des journalistes comme mon ami Ramital, un journaliste de gauche qui trouve que c'est une exigence, et vous allez avoir d'autres de droite qui pensent que quand même il faut avancer pour aboutir à cette paix. Il faut savoir une chose, cette paix que nous voulons aujourd'hui. Encore une fois, quand on parle de négociations et d'accords et de pourcentages, il faut que dans la tête déjà, on soit d'accord à passer le cap. Et cette idée-là, que les Palestiniens refusent d'accepter l'idée d'un État juif, montre à quel point Mahmoud Abbas, et avec la réaction de son conseil révolutionnaire, montre à quel point on n'a pas encore atteint le cap. Et pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, vous acceptez un État, l'existence d'un État juif, c'est que dans 100 ans, et vos enfants et vos petits-enfants aussi. Mais si vous acceptez, bien sûr, un accord avec Israël, avec des arrangements territoriaux, mais pas l'idée d'un État juif, et bien dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va redébattre. Benyamin Netanyahou de faire porter la responsabilité de l'échec de ces pourparlers aux Palestiniens. Alors d'abord, il faut savoir une chose. Ces pourparlers ont échoué à plusieurs fois. Je vous tiens à vous rappeler qu'en 93 déjà, on était sûr déjà le Moyen-Orient est devenu déjà un Benelux. On faisait déjà la fête et ça y est, on était le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Sauf que on est parti un peu trop loin. Ici, il faut savoir qu'on avait d'autres gouvernements, gouvernement Barak, gouvernement Olmert, qui ont fait de vastes propositions et là aussi c'est tombé. Mais je pense que pour lui, il a quand même beaucoup évolué depuis qu'il était vice-ministre des Affaires étrangères dans fin des années 80. Je crois qu'il a déjà fait cette avancée, 2 États pour 2 nations, mais cette idée-là d'État juif, c'est quand même quelque chose chez lui, pas seulement chez lui, en Israël, de constant. Restez avec nous, Boaz. Nous sommes le mardi 11 mars, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres à la une de l'actualité. Israël tente par voie diplomatique de calmer les esprits en Jordanie après la mort hier d'un homme d'origine palestinienne. Raed Zeter était juge, il a été tué par des tirs de l'armée israélienne alors qu'il tentait, selon Tsahal, de voler l'arme d'un soldat au pont Allenby. Israël a promis de transmettre aux autorités jordaniennes tous les éléments de l'enquête. Le niveau d'alerte autour de l'ambassade israélienne à Amman a été relevé après une manifestation que vous voyez sur ces images, c'était hier soir. Benyamin Netanyahou accuse la communauté internationale d'hypocrisie lors d'une conférence de presse hier devant le navire armé par l'Iran et a raisonné à Eilat. Le Premier ministre israélien a été on ne peut plus clair. Au mieux, j'ai entendu des condamnations timides face à cette cargaison de la mort, alors que quand nous construisons ne serait-ce qu'un balcon à Jérusalem, c'est un concert de condamnations qui surgit. C'est une hypocrisie immorale et dangereuse. Fin de citation. L'Iran serait-il derrière la disparition du Boeing malaisien ? C'est un homme d'affaires iranien qui aurait acheté les billets d'avion des passagers munis de faux passeports. Les billets auraient été réservés dans une agence de voyage en Thaïlande par un intermédiaire iranien connu sous le nom de Monsieur Ali. Enfin, l'image de ce mardi, c'est ce tableau du peintre flamand de Momper avec 2 autres œuvres d'art. Il sera restitué cet après-midi à ses propriétaires lors d'une cérémonie officielle au ministère de la Culture à Paris. Ces tableaux font partie des 2000 œuvres d'art spoliées par les nazis pendant la guerre en France et conservées dans les musées français jusqu'à ce que leurs propriétaires soient retrouvés. Il y a près de 3 ans, le 15 mars 2011, commençaient les premières manifestations en Syrie pour exiger des réformes. Le régime de Bachar al-Assad, vous le savez, a répondu depuis par la répression, puis par la guerre. Et parmi les 50 000 civils tués, eh bien, on dénombre des milliers d'enfants. Pour ceux qui ont survécu, eh bien, ils vivent dans la pauvreté, sans soins de santé et souvent affamés. Regardez ce reportage, on en parle juste après. 10 000 enfants syriens ont été victimes du conflit qui agite le pays depuis 3 ans. Un bilan qui pourrait très vite augmenter. En cause, un système de santé extrêmement précaire, comme le décrivent les réfugiés du camp de Zaatari, en Jordanie. C'est vrai, il n'y a aucun service minimum là-bas, pas de nourriture, pas de pain, pas de médicaments. Pourtant notre famille nous manque, notre pays nous manque. C'est pour ça qu'on voudrait rentrer, même si on sait que c'est dangereux, même s'il y a les bombardements. Les bombardements qui, au-delà de la menace qu'ils représentent, isolent les civils, les empêchant de sortir.
J'avais peur que les enfants ne tombent malades et que je ne puisse pas trouver de médicaments ou un docteur. Pendant les bombardements, les enfants tombent malades, mais on ne peut pas sortir chercher un docteur. Les enfants tombent malades et meurent alors qu'une prise en charge médicale de base aurait pu les soigner. Un des pires exemples, Alep, où le quota de docteurs par habitant est effroyable, avec un médecin pour près de 70 000 Syriens. There's been a complete collapse of much of the health system inside Syria. Ce qu'on a vu dans ce rapport, c'est qu'en fait, il y a eu un effondrement du système de santé en Syrie. On est face à des situations, comme à Alep par exemple, où il y a 36 docteurs pour s'occuper de 2,5 millions de personnes. En plus, 60% des aménagements de santé ont été soit endommagés, soit détruits, avec des conséquences dramatiques auxquelles on assiste sur les enfants. Mais les virus et les infections ne sont pas le seul danger pour ces enfants. Il y a l'horreur de la guerre, l'horreur quotidienne du conflit syrien dont les jeunes enfants sont témoins. Les enfants qui ont entre 4 ans et demi et 5 ans ont des souvenirs de la Syrie. Au début, ils avaient peur et quand on les approchait, ils reculaient. Par contre, les enfants de 3 ans et demi ne se souviennent pas de la Syrie. Ils sont affectueux, sociables. Ils ne sont pas effrayés. Les milliers d'enfants réfugiés syriens en Jordanie ou au Liban souffrent de traumatismes psychologiques généralisés. Beaucoup vivent seuls ou séparés de leurs parents. La plupart sont privés d'éducation et travaillent même illégalement. Alors, vous signez ce reportage, on l'a vu dans le sujet, la Syrie c'est un désastre, un drame sanitaire. On a parlé des enfants, mais il n'y a pas que qui sont touchés, des familles entières meurent de faim, notamment dans les camps de réfugiés. Est-ce que c'est une conséquence de la guerre tout simplement, ou est-ce que c'est orchestré par le régime, la faim comme arme de guerre finalement? Oui, on peut parler tout à fait de faim comme arme de guerre utilisée par le régime de Bachar el-Assad. Et c'est le terme utilisé d'ailleurs par Amnesty International dans son rapport qui a été publié hier. La faim est utilisée comme arme de guerre. Je répète, je parle de blocus armés en fait de zones civiles, des blocus qui ont été mis en place soit par l'armée, soit par des groupes d'opposition, et des blocus qui touchent 250 000 Syriens. C'est bien sûr un chiffre approximatif. 20 000 personnes, ne serait-ce qu'à Yarmouk, c'est au sud de Damas. En fait, c'est une façon pour l'armée de déloger les rebelles de ces zones, au détriment bien sûr de la population. Et dans ces zones, 60% souffrent de malnutrition. Le responsable d'Amnesty International au Moyen-Orient relate des témoignages de Syriens qui expliquent même que les gens en sont réduits à manger des chats et des chiens, et puis des civils qui sont abattus alors qu'ils cherchent à manger dans la rue. Ils sont abattus par des snipers. À noter qu'en un peu plus de 6 mois, il y a eu 128 personnes qui sont mortes de faim, parmi eux 18 enfants, des enfants et des bébés. Ouais. Non, choquant. Et je suis très content que c'est le sujet ce matin choisi par ma collègue Betsabé, parce que justement, on parlait de l'hypocrisie du monde à Eilat. Mais avant, je parle bien sûr du navire de Clossi, mais avant ça, l'hypocrisie du monde en ce qui concerne la Syrie. Si en 2014, le régime de Bachar Assad est là toujours avec nous, je crois que c'est la plus grande honte et la plus grande faille, parce que ce qu'on est en train d'écouter, d'entendre et d'apprendre maintenant, c'est digne de régime stalinien et de l'Ukraine de l'Ukraine d'il y a quelques décennies. Une honte. Alors, on a parlé de la faim comme arme de guerre, c'est une forme de torture, et puis il y a la vraie torture, la vraie qui est utilisée également en Syrie par le régime, mais également par les rebelles. Oui, tout à fait, une torture qui a été en fait institutionnalisée. Et je voudrais insister aujourd'hui, puisque on est à quelques jours donc des 3 ans du début du conflit, sur le fait que ce n'est pas nouveau cette torture. Je vous propose d'écouter des témoignages de réfugiés syriens qui ont été recueillis en juin 2011. On écoute. Ils ont pris ma sœur et ses enfants, donc la mère, les garçons, les petites filles et les femmes, et les ont emmenés au premier centre de sécurité judiciaire et la sécurité de l'État, à Alep, et ils les ont gardés jusqu'à 1h du matin. Ils ont renvoyé les femmes dans leur maison vers 1h du matin, mais ils n'ont pas relâché les jeunes jusqu'à présent. On ignore s'ils sont morts ou vivants, on ne sait pas où ils les torturent. C'est un assassin, un tyran, un mécréant. Il est ignoble. Nous ne sommes pas venus ici par peur de la mort. Au contraire, nous souhaitons mourir en martyrs. C'est la peur du déshonneur qui nous a poussés à partir, la peur des viols que commettent leurs despotes, agents et voyous.
Alors, Bethsabée, oui, cette femme parle de viol. C'est devenu, dit-elle, une pratique quotidienne des forces de l'armée. Là aussi, c'est une arme de guerre ? Oui, il n'y a pas qu'elle qui parle de viol quotidien. Le viol est utilisé à grande échelle, comme en Bosnie, en Rwanda ou en RDC. Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, a recueilli à Amman beaucoup de témoignages tout aussi monstrueux que poignants sur ce sujet, comme celui d'une femme de 45 ans qui raconte avoir été arrêtée avec sa fille. C'était il y a 18 mois. Après 2 jours sans visite ni nourriture, elles ont été interrogées. Comme elle se fait appeler, donc cette maman, Annie est tout soutien rebelle. Sa fille, elle, avait dans son portable une photo d'un drapeau de la résistance ainsi que la photo d'un martyr. Eh bien, elle a été violée. Et encore, ce n'est que le début. Je vous laisse découvrir la suite telle que cette femme l'a racontée. Voilà. Alors, il y a eu des tortures de toutes sortes. Nous étions crucifiés au mur, bras et jambes écartés. On nous fouettait ou nous enfonçait des objets dans le vagin. Il y avait des viols. Tout le monde y passait et tout était prétexte à attaquer le corps des femmes. Voilà, alors et sa fille ont été libérées au bout de 3 semaines après qu'elles ont juré d'être pour Bachar el-Assad. Mais ensuite, son fils et son mari ont été arrêtés. Alors, le mari, elle n'en a pas de nouvelles. Son fils a été condamné à 20 ans pour avoir, soi-disant, soigné un rebelle. Alors, se trouve maintenant à Amman. Elle ne parle à personne, elle est cachée, elle est couverte d'un voile intégral. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages de ce genre ? Oui, beaucoup. Et ils sont tous aussi terrifiants. Une jeune femme de 27 ans raconte avoir tout subi. Les coups, le fouet avec des câbles d'acier, les mégots de cigarettes dans le cou, les lames de rasoir sur le corps, l'électricité dans le vagin. Elle se trouve elle aussi à Amman aujourd'hui dans un hôpital. En fait, sa colonne vertébrale n'a pas réussi à survivre au coup. En fait, elle ne marchera plus. Alors, il y a plusieurs organisations internationales qui ont rapporté ces viols. Il y a eu Amnesty International, il y a eu Human Rights Watch et d'autres. Mais elles expliquent que la grande difficulté en fait, de documenter tous ces viols, eh bien, c'est qu'en fait, ces femmes, elles ont peur. Et pour protéger leur mari, pour protéger leur communauté, elles ne parlent pas. Et elles disent que malheureusement, elles font gagner en fait, Bachar el-Assad comme ça. Merci beaucoup Bethsabée, merci Boaz. On continuera de parler de cette situation en Syrie, évidemment, sur notre antenne. Bientôt les 3 ans du début du soulèvement à suivre. On continue de parler de politique et de la méthode Netanyahou avec un homme qui ne l'aime pas beaucoup. Il était secrétaire général du Parti travailliste. Ce sera après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On continue de parler de politique israélienne ce matin. Alors on l'a dit, le gouvernement Netanyahou fait passer un véritable marathon législatif cette semaine. Mais voilà, Binyamin Netanyahou est de plus en plus critiqué, notamment sur sa gestion du dossier iranien. Il en a fait une priorité absolue. Est-ce que c'est une erreur ? Netanyahou est-il un leader déconnecté de la réalité sur l'Iran, mais également sur tous les autres dossiers ? Existe-t-il une méthode Netanyahou, en tout cas sur la scène politique israélienne, il est de plus en plus isolé, critiqué, je vous le disais, critiqué également par notre invité ce matin, Nissim Zvili. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris, mais vous êtes là en tant qu'ancien secrétaire général du Parti travailliste. Alors on commence par l'actualité brûlante, ces 3 lois que le gouvernement va faire passer à vitesse éclair cette semaine à la Knesset, le tout sur fond de révélation d'un document que Netanyahou a obligé sa coalition à signer. Ils sont obligés de voter oui. Est-ce que ça en fait un dictateur, comme le crie l'opposition ? Non, je ne crois pas que c'est une dictature. Je crois que c'est loin de ça. Vous savez, une coalition gouvernementale est obligée de gérer un pays, de diriger un pays. Et je crois que c'est une coalition qui fonctionne pas mal. Ce qui m'inquiète, c'est le contenu des lois. Je ne sais pas exactement comment on va les voter. Ça aurait passé, quand il y a 7 accords entre les grands partis de la coalition, même si ça aurait pris 4 semaines pour les voter, toutes les 3 lois seraient passées. Et je crois que dans ces lois, ce qui est dangereux, c'est une partie de ces lois, c'est une manipulation de l'opinion publique. Et une 3e loi qui sera présentée dans la communauté internationale comme une loi qui essaye de torpiller un accord de paix entre nous et les Palestiniens. Ça veut dire que quand on prend l'ensemble de ces lois, voilà, la loi sur le référendum... Pour faire capoter les négociations, c'est le but de cette loi ? Vous savez, il n'y a pas de tradition de référendum en Israël. On vit dans une région qui est très turbulente. Vous savez, un attentat, un jour ou 48 heures avant le référendum, ça change complètement les donnes du vote. Ça veut dire que c'est stupide. Deuxièmement,
c'est un signe beaucoup plus inquiétant. On n'a pas de dirigeants qui sont capables de prendre des décisions et d'assumer leurs responsabilités comme des dirigeants politiques. C'est ça. David Ben Gurion n'assume pas ces décisions? Pas du tout. Il essaye de passer la décision au peuple, de rendre la décision au peuple. Ben Gurion, il a pris, ça va pris, Begin a pris une décision, même s'il était minoritaire dans son parti. Yitzhak Rabin a pris d'avancer dans un accord de paix avec les Palestiniens. Sharon a évacué la bande de Gaza. Il n'a pas demandé au peuple de reprendre le mandat et de décider à sa place. Alors vous dites que Netanyahou doit assumer son refus de ces négociations de paix? Non, ce que doit assumer, c'est sa responsabilité comme Premier ministre. Il a été élu pour diriger ce pays, pour prendre ses décisions. Ce n'est pas le peuple qui doit prendre ses décisions. Ce sont les dirigeants politiques. Ils ne sont pas capables de décider. Ils doivent rendre leur mandat. C'est ça le grand problème de ce référendum. Il ne dit rien. Parce que jusqu'à présent, maintenant, on va continuer à jouer les négociations. On dira le peuple va décider dans 6 mois, dans 3 mois, il va décider sur quoi exactement. Quelle décision il va prendre, de quoi vont être influencées ces décisions. Ça, c'est on essaie d'évader la responsabilité. Ça me dérange énormément. Ce n'est pas un vrai leadership politique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. La jeune génération, elle soutient ce genre de loi. Une jeune génération qui veut changer tout ce qui se passe. Au sein du gouvernement Netanyahou, vous pensez à Lapid, à Bennett? Oui, ils jouent le jeu de Netanyahou, c'est les règles du jeu d'une coalition. C'est la démocratie qui veut ça. Vous savez, je n'ai pas de problème avec le vote et pas avec la coalition. Le problème, je vous ai dit, avec le contenu de ces lois. La même chose avec le service égal. C'est une blague. Vraiment, c'est une blague. On prend des unités spéciales parce qu'ils ont une kippa sur la tête. Alors eux, ils vont servir 16 mois et mon petit-fils, il va servir 30 mois. Pourquoi? Quelqu'un peut nous expliquer? Vous savez, quand moi j'étais à l'armée, j'étais bénévole dans les parachutistes, il y avait 80% des unités d'élite, c'était des membres des kibbutzim et des moshavim. On n'a demandé aucun privilège. On a servi l'armée pendant 30 mois. On a fait 60 jours de réserve pendant 20 ans. Est-ce que la gauche n'est pas frustrée aujourd'hui? Votre parti, l'opposition, le Parti travailliste n'est pas frustré aujourd'hui parce que finalement, elle n'a plus rien à dire dans la politique israélienne depuis plusieurs années? Oui, je crois qu'elle est frustrée. Je crois qu'elle est frustrée. Je crois que le Parti travailliste a perdu pendant plusieurs années sa raison d'être. Et aujourd'hui, il est en train de payer le prix de son indifférence et de son incapacité de faire une vraie analyse des besoins et de s'adapter aux nouveaux besoins de la société israélienne. Et c'est maintenant, c'est le pays, c'est la société israélienne qui est en train de payer le prix parce qu'il n'y a pas une vraie opposition. Et même ceux qu'ils ont pris comme de boycotter les débats de la Knesset, c'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas sérieux. C'est un jeu très infantile. Il y a un seul élément qui peut être intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles alliances qui se créent. Ça, il ne faut pas ignorer ça. Netanyahou et la droite israélienne se sont séparés des ultra-orthodoxes. Aujourd'hui, de voir dans la coalition alternative, de voir des membres du Parlement arabe, avec des ultra-orthodoxes, avec des laïcs, avec des traditionnels, c'est quelque chose qui peut se transformer à une nouvelle coalition politique qui peut être très intéressante. Qui reste minoritaire pour le moment face à cette énorme coalition Netanyahou. Vous critiquez Netanyahou. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Très bien. C'est ce qui fait vivre le Parti travailliste d'ailleurs depuis plusieurs années. Vous critiquez Netanyahou parce qu'il n'assumerait pas, selon vous, sa responsabilité de Premier ministre. En tout cas, il signe aisément et facilement son 3e mandat. Où est l'alternative? Je crois que Netanyahou, c'est un très bon orateur. Ce n'est pas un decision maker. C'est ça la grande différence. Il fait de très bons discours. Bouguer Herzog est un decision maker? Je crois que... Je ne suis pas sûr, mais je crois que le Parti travailliste doit se restructurer. Je crois que dans la gauche, centre-gauche, idéologique, israélienne, il y a des hommes qui seront capables de diriger ce pays dans une voie différente. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, qu'on ne sait pas où on va. Ça veut dire qu'on ne comprend pas de ce gouvernement ce qu'il veut vraiment. Je parle du processus de paix. Je ne parle pas, laissons tomber maintenant les sujets économiques et sociaux, c'est une autre affaire.
Mais au niveau politique, des négociations entre nous et les Palestiniens, entre Manque de nous clarté. et l'Europe. Sur l'Iran, une question. Est-ce que Benyamin Netanyahou a fait le bon choix d'en faire sa priorité absolue au détriment de tout le reste? C'est aussi, il a cherché un chemin de s'évader des vrais problèmes. L'Iran, c'est un problème. C'est pour faire diversion. Pardon? C'est pour faire diversion, dites-vous. Oui. Je suis convaincu parce que c'est vrai, je crois que vous avez dit il est un peu déconnecté de la réalité sur ce sujet. Il s'est fait une idée fixe, il croit qu'il va sauver le monde, il croit qu'il est le seul de faire la bonne analyse de les intentions iraniennes. Je peux vous assurer que tous les leaders du monde font exactement la même analyse des intentions iraniennes. La vraie question, c'est comment on réussit à résoudre le problème, à démoncer cette bombe sans la faire exploser. Et je crois que la solution que la communauté internationale essaye de trouver, elle est plus sage et plus intelligente que celle qu'on essaye de proposer. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que pour ce troisième mandat et ces 3 mandats, Benyamin Netanyahou reste finalement le seul homme politique capable de diriger ce pays? Ouais. Je suis désolé de le reconnaître. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas d'alternative? Aujourd'hui, non. Pour le Parti socialiste, il n'y a pas d'alternative pour le futur proche? Il n'y a pas de vrai leader qui a aujourd'hui la maturité nécessaire pour devenir et assumer la responsabilité de Premier ministre. Et ça, c'est le grand problème du Parti travailliste et de la centre-gauche israélienne. Merci beaucoup. Nissim Zvili, restez avec nous. Nous sommes le mardi 11 mars, voici les grands titres à la une de l'actualité. Israël tente par voie diplomatique de calmer les esprits en Jordanie après la mort hier d'un homme d'origine palestinienne. Raed Zeter était magistrat et il a été tué par des tirs de l'armée israélienne alors qu'il tentait, selon Tzahal, de voler l'arme d'un soldat au pont Allenby. Israël a promis de transmettre aux autorités jordaniennes tous les éléments de l'enquête. Le niveau d'alerte autour de l'ambassade israélienne à Amman a été relevé après une manifestation hier que vous voyez sur ces images. Benyamin Netanyahou accuse la communauté internationale d'hypocrisie lors d'une conférence de presse hier devant le navire armé par l'Iran et a raisonné à Eilat. Le Premier ministre israélien a été on ne peut plus clair. Au mieux, j'ai entendu des condamnations timides face à cette cargaison de la mort, alors que quand nous construisons ne serait-ce qu'un balcon à Jérusalem, c'est un concert de condamnations qui surgit. C'est une hypocrisie immorale et dangereuse. Fin de citation. L'Iran serait-il derrière la disparition du Boeing malaisien? C'est un homme d'affaires iranien en tout cas qui aurait acheté les billets d'avion des passagers munis de faux passeports. Les billets auraient été réservés dans une agence de voyage en Thaïlande par un intermédiaire iranien connu sous le nom de Monsieur Ali. Enfin, l'image de ce mardi, c'est ce tableau du peintre flamand De Momper avec 2 autres œuvres d'art. Il sera restitué aujourd'hui à ses propriétaires lors d'une cérémonie officielle à Paris. Ces tableaux font partie des 2000 œuvres d'art spoliées par les nazis et conservées dans les musées français jusqu'à ce que leurs propriétaires soient retrouvés. Et on parle à présent des Subbotniks. Il s'agit d'une communauté chrétienne qui vit en Russie, mais au fil des ans, elle a renoué avec ses origines juives. Et voilà qu'aujourd'hui, l'immigration en Israël de ces juifs oubliés est à nouveau d'actualité, Cyril Amar. Oui, Barbara, après 10 ans d'atermoiement bureaucratique, Israël est-il sur le point de donner de nouveau son feu vert à l'immigration des Subbotniks? C'est en tout cas ce qu'a annoncé dimanche sur les ondes de la radio publique israélienne Sofa Landwehr, la ministre de l'Intégration. Une immigration stoppée en 2005 après que le grand rabbin séfarade Shlomo Amar ait mis en doute leur judéité de ces mêmes juifs subbotniks, car leur situation en effet est ambiguë. S'ils pratiquent le judaïsme depuis près de 2 siècles et leurs ancêtres, eux, n'ont sans doute jamais été convertis par des rabbins. C'est tout simplement une insulte pour les subbotniks dont il faut rappeler, Barbara, l'étymologie. Le mot viendrait du vocable subota, qui veut dire en russe Shabbat, et que ces convertis se seraient promis de suivre donc immédiatement après leur conversion. C'était il y a environ 2 siècles. Alors, qui sont précisément ces juifs subbotniks pour qu'on comprenne bien? C'est une histoire passionnante, vous allez la découvrir avec moi. Elle débute il y a plus de 200 ans dans la Russie des tsars. L'église orthodoxe connaît une dissidence qui se traduit notamment par l'émergence de sectes dont certaines sont judaïsantes, et c'est précisément de ces sectes judaïsantes dont les subbotniks sont issus, puisque des paysans du sud de la Russie décident alors de se rapprocher de l'Ancien Testament et d'adopter certaines pratiques du judaïsme, une décision d'ailleurs pour laquelle ils paieront un très très lourd tribut, puisque ça ne plaît
pas au tsar, et des persécutions incessantes s'en suivront donc pour ces juifs subotniks. Je vous propose tout de suite d'écouter les explications de Michael Freund, c'est le président de l'association Shavé Israël, une association israélienne qui est en charge d'identifier les communautés perdues et ces communautés qu'on appelle les communautés crypto-juives qui se sont rapprochées du judaïsme au cours de l'histoire. Écoutez-le. Les Juifs subotniks sont originaires du sud de la Russie. Il y a un peu plus de 2 siècles, leurs ancêtres, des paysans russes, ont décidé d'adopter la pratique du judaïsme, ce qui était, après tout, un acte de grande bravoure dans une Russie tsariste dans laquelle ne régnait pas vraiment un climat favorable à la pratique du judaïsme. Et malgré les persécutions dont ils ont été victimes après la chute du régime tsariste, sous le communisme et le nazisme, eh bien, ils sont restés fidèles au judaïsme. Nous avons sur place un émissaire, le rabbin Shlomo Zelig Avrassin. C'est le rabbin de la communauté de Vysoky, au sud de la Russie. Nous venons également d'acquérir un bâtiment dans lequel nous allons inaugurer une synagogue pour la communauté, qui fera office de centre communautaire pour tous les juifs subotniks de la région. Alors, est-ce que c'est une immigration massive qui va avoir lieu en Israël ? Écoutez, selon la même association Shavé Israël, il y aurait dans la région de Vysoky, donc dans le sud de la Russie, entre 15 et 20 000 subotniks. Les autres membres de cette communauté ont pour la plupart rejoint l'État juif, d'ailleurs depuis les prémices de la création de l'État d'Israël, et ce donc jusqu'en 2005, date à laquelle des limitations ont été imposées à leur immigration. Alors depuis la chute de l'Union soviétique, beaucoup de subotniks ont émigré vers Israël. Jusqu'en 2003, d'ailleurs, Israël faisait aucune distinction entre les juifs russes et les subotniks. Des villages entiers au sud de la Russie et des villages subotniks ont été vidés donc de leurs habitants dans les années 2000. Et je vous propose tout de suite, pour terminer, de découvrir avec moi quelques illustres subotniks qui se sont distingués d'ailleurs durant l'histoire contemporaine d'Israël, comme par exemple Raphaël Eitan, qui fut chef d'état-major et homme politique de la droite israélienne, mais également, vous allez la voir, Vera Scheinerman, qui n'est autre que la mère d'Ariel Sharon, origine également du Caucase et qui a émigré au Moshav Kfar Malal, et Alexander Zaïd, le commandant de l'Hachomer, la première organisation de défense juive. Et puis certains disent même que Joseph Trumpeldor, figure emblématique s'il en est de l'histoire pionnière d'Israël, connu pour la création de légions juives aux côtés de l'armée britannique pour combattre l'Empire ottoman, lui-même aurait fait partie de cette communauté. Donc elle est intimement liée à l'histoire d'Israël, cette histoire des juifs subotniks. En une phrase, Monsieur Zvili, est-ce qu'Israël est responsable de ces communautés juives perdues dans le monde ? Tout d'abord, je suis très heureux pour cette communauté. Elle n'était pas complètement perdue. J'espère qu'ils vont nous rejoindre en Israël. C'est vrai que ce sont des purs et des durs. Ils ont tenu le coup pendant des périodes très difficiles. Mais je crois qu'il y a énormément de tribus juives perdues. On en connaît quelques-unes en Inde, par exemple, en Inde. En Éthiopie, ça a pris des années pour reconnaître. On a ignoré une partie qui vit encore un peu perdue dans l'Éthiopie. Il faut investir énormément d'efforts pour essayer de regrouper ceux d'entre les juifs qui veulent venir en Israël. Merci beaucoup, Nissim Vili. Merci, Cyril Amar. On parlera de la Fashion Week après un nouveau journal. Et il est l'heure de jeter un coup d'œil sur Internet. Qu'est-ce qui fait le buzz ce matin ? C'est la revue du web. Buzz ou bad buzz ce matin, Rudy, c'est l'opération de communication de Binyamin Netanyahou autour du navire arraisonné. C'était hier soir lors d'une conférence de presse à Eilat. Oui, alors on a pu suivre cette conférence de presse en direct sur i24 News, mais aussi beaucoup sur le compte Twitter du Premier ministre israélien. Mais avant cela, commençons par le tweet qui a lancé les hostilités. Alors c'était juste après l'annonce de l'opération qui a intercepté ce navire chargé d'armes, et il est l'œuvre en fait du ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, qui
tweeté ceci: un navire iranien transportant des armes pour Gaza capturé juste à temps pour la campagne annuelle de l'EPAC contre l'Iran. Coïncidence incroyable ou énorme mensonge? Habituellement pas fervent utilisateur de Twitter, Benjamin Netanyahou a beaucoup communiqué, voire surcommuniqué sur cette présentation hier, avec plus d'une dizaine de tweets que vous voyez ici défiler, voulant fournir toutes les preuves possibles aux internautes dans le but de voir ces preuves retweetées, c'est-à-dire diffusées sur Internet. Alors on découvrait bien entendu des photos de la conférence de presse, comme vous pouvez le voir, donnée hier sur le port d'Eilat en fin de journée, puis aussi cette infographie qui pointe du doigt l'Iran. Lisez plutôt, cette livraison est organisée par l'Iran, expédiée par l'Iran, financée par l'Iran, les missiles ont été fabriqués en Iran et par l'Iran. Cela a le mérite d'être clair, Barbara. C'est trop de communication, hein, pour le spécialiste d'Internet que vous êtes. Quand on en fait trop, c'est pas la peine. Oui, en fait, une photo forte aurait pu suffire. Là, le fait de noyer sa communication dans énormément de photos fait que, effectivement, ça a été interprété. Et il y a comme quelque chose de trop. Too much. Et beaucoup d'internautes ont réagi effet, en fait, sous ces photos en disant que c'était peut-être un peu trop. Alors, voilà, il y a évidemment eu des phrases reprises de sa conférence de presse hier, des phrases fortes, notamment celle-là, cette remarque où il souligne: j'ai entendu peu de condamnations de la communauté internationale sur l'interception d'une livraison meurtrière, et par contraste, si nous construisons des appartements dans les environs de Jérusalem, nous entendons une chorale de condamnations d'Israël. Et l'argumentaire à destination des internautes continue avec notamment ce document du chargement du bateau au port en Irak, avec seulement 50 containers à l'intérieur, et cet autre document où le 1 a été ajouté manuellement juste avant le 50, voilà, et il établit en fait le nombre de conteneurs en provenance d'Iran. J'ai pas compris, ça fait 150 au lieu de 50? En fait, c'est parti 50, et puis après il y a eu un qui a été rajouté, c'est qu'il sous-entend que quelque chose a été donc ajouté à un moment ou un autre, et il y a beaucoup de documents qui sont censés prouver tout le parcours du navire. Et puis pour finir, je vous parlais un instant du tweet de départ de Javad Zarif, et bien il est repris lui aussi avec cette photo de missile iranien, et en rouge, tout simplement, qui est le menteur? Voilà pour cette guerre des tweets et cette opération de communication de Netanyahou. On parle à présent, Rudy, d'une étude qui prouverait que Facebook provoquerait l'anorexie et autres troubles alimentaires. Troubles alimentaires, oui, c'est Slate.fr qui reprend cette étude réalisée par des chercheurs de l'université de l'État de Floride. Ils ont interrogé des jeunes femmes d'un âge moyen de 18 ans et les ont installées devant Facebook pendant 20 minutes alors qu'une autre partie du groupe regardait une page Wikipédia. Résultat de l'étude, il existerait une corrélation petite mais significative, je cite, entre le temps passé sur Facebook et l'importance des troubles alimentaires. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Alors le mécanisme, en fait, c'est le même que celui que subissent certaines jeunes filles devant des magazines féminins. On le sait, chacun sur Facebook se met à son avantage. La minceur de certaines amies peut créer des frustrations et donc évidemment des troubles de l'alimentation. Et puis un autre phénomène qui va dans ce sens, c'est que les participantes avec le plus sujettes aux troubles alimentaires accorderaient plus d'importance au fait d'avoir des likes sur leur statut et des commentaires. Donc moralité, les réseaux sociaux, donc comme tout autre média, et peut-être plus qu'un autre média, sont à prendre avec des pincettes. Vous faites ça, Virginie? Vous scrutez les photos de vos amis pour voir si elles sont à leur avantage sur Facebook? Pas du tout, je rentrerai pas dans ce système-là, mais je peux comprendre qu'effectivement on soit exposé à de nombreuses autres personnes et qu'effectivement elles sont tous à leur avantage et que... Oui. Vos photos sur Facebook sont parfaites, toutes. Merci Rudy. Donc, merci beaucoup. C'est QFD. Voilà. Allez, on passe à la vidéo buzz du jour. On la doit, Rudy, à un magicien un peu high-tech. Alors c'est une vidéo qui fait le buzz ces jours-ci et c'est étonnant puisqu'elle date de 2011. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que Marco Tempest, lors d'une conférence TED, les conférences où on échange sur les nouvelles idées, a réalisé un tour de magie absolument impressionnant avec 3 iPhones. Et on va regarder un extrait qui fait le buzz en ce moment. One of my favorite magicians is Carl Germain. He had this wonderful trick where a rose bush would bloom right in front of your eyes. But it was his production of a butterfly that was the most beautiful. Ladies and gentlemen, the creation of life. Truth. Sometimes it's hard to tell the two apart. Compulsive gamblers are experts in self-deception. They believe they can win.
Ouais, c'est super bien fait. C'est plein de trouvailles et ça fait plus de 800 000 vues sur Internet et énormément de travail. Finalement, c'est de la magie, mais adapté avec 3 appareils Apple. Et pourquoi on la redécouvre seulement maintenant, cette vidéo de 2011 ? C'est comme ça. C'est assez bizarre. Normalement, c'est le mystère d'Internet. Oui, l'Internet, normalement, c'est l'immédiateté. Une vidéo sort et quelques jours plus tard. Et puis finalement, celle-là, elle date quand même de 2011. Voilà. C'est vrai que ça peut être en lien avec une autre vidéo et j'avais vu la même chose avec les iPads aussi où il y avait des tours de magie assez similaires. On part en Égypte, Rudy ? Oui. On va dans le Sinaï ? Oui, alors c'est pas moi qui vous emmène en Égypte, mais plutôt le photographe Kopo Kikas qui nous emmène en plein désert du Sinaï, en Égypte, pour découvrir ce cinéma étonnant en plein air. Alors, les photos, elles ont été révélées par l'excellent site Golem 13 et elles nous montrent ce projet un peu fou qui aurait été monté par un homme d'affaires français dans les années 30, les années 40. C'est ce cinéma qui n'aurait jamais projeté de film, le générateur électrique ayant été mystérieusement saboté le jour de l'inauguration. Les sièges venaient du Caire et quand je vous dis qu'il est vraiment au milieu de nulle part, regardez sur Google Maps là où se trouve le cinéma fantôme en plein milieu du désert en Égypte. Donc ces photos intriguent beaucoup les internautes et elles sont magnifiques. C'est génial. Rudy, on termine par la bizarrerie du net du jour. On ne pourrait pas terminer sans. Merci beaucoup, heureusement que vous existez. Alors, c'est une bataille, un combat entre l'animal et le meuble. Et que serais-je sans les chats, les chiens ? Et alors, on connaissait les chats, on connaissait les chiens, mais désormais, ils ont un nouvel ami, c'est le meuble. Alors, le meuble, les animaux et le meuble, c'est le thème de cette série de photos. Donc, on voit ce chat qui n'aime pas le canapé, ce chat qui a un problème avec les stores vénitiens, avec aussi son hamac, et on termine avec une photo, je crois, de Virginie Khalifa qui, dans son dressing, a elle aussi quelques petits problèmes ce matin. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Ils n'ont pas tout compris, mais ils sont de bonne volonté. Bon, voilà. Fallait prévenir, j'en aurais fait une avec mon chien. C'est ça, hein. Bon, demain, vous nous emmenez une photo de Bounty. Ça marche, c'est noté. Voilà. Rien que pour vous, Barbara. Merci beaucoup, Rudy, restez avec nous. Nous sommes le mardi 11 mars, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres à la une de l'actualité. Israël tente par voie diplomatique de calmer les esprits en Jordanie après la mort hier d'un homme d'origine palestinienne. Raed Zeter était magistrat, il a été tué par des tirs de l'armée israélienne alors qu'il tentait, selon Tzahal, de voler l'arme d'un soldat. Israël a promis de transmettre aux autorités jordaniennes tous les éléments de l'enquête. Le niveau d'alerte autour de l'ambassade israélienne à Amman a été relevé après une violente manifestation hier. Vous pouvez la voir sur ces images. Et puis on l'a évoqué, Benyamin Netanyahou accuse la communauté internationale d'hypocrisie lors d'une conférence de presse hier devant le navire armé par l'Iran et a raisonné à Eilat. Le Premier ministre israélien a été on ne peut plus clair. Au mieux, j'ai entendu des condamnations timides face à cette cargaison de la mort, alors que si nous construisons ne serait-ce qu'un balcon à Jérusalem, c'est un concert de condamnations qui surgit. C'est une hypocrisie immorale et dangereuse. Fin de citation. L'Iran serait-il derrière la disparition du Boeing malaisien ? C'est un homme d'affaires iranien en tout cas qui aurait acheté les billets d'avion des passagers munis de faux passeports, des billets réservés dans une agence de voyage thaïlandaise par un intermédiaire iranien, connu donc sous le nom de Monsieur Ali. Enfin, l'image de ce mardi, c'est ce tableau du peintre flamand De Momper avec 2 autres œuvres d'art. Il sera restitué aujourd'hui à ses propriétaires lors d'une cérémonie officielle au ministère de la Culture à Paris. Ces tableaux font partie des 2000 œuvres d'art spoliées par les nazis en France et conservées dans les musées français jusqu'à ce que leurs propriétaires soient retrouvés. Du glamour à présent avec vous, Virginie, comme tous les matins. Quel beau lancement, Barbara, j'adore. On parle de la Fashion Week de Tel Aviv qui a démarré dimanche. Tout à fait. Alors, on n'est pas à New York ni à Paris, mais presque, car l'événement a débuté dimanche. Vous l'avez dit, avec une conférence de presse où l'organisateur Moti Reif a reçu des invités de marque, des designers et bien sûr des figures emblématiques de la mode. Gros budget et marketing de taille. Du coup, c'est Rosita Missoni qui a ouvert le show cette année. Alors, elle a 82 ans. L'ambassadrice de la marque italienne s'est rendue à Tel Aviv accompagnée de sa fille et de sa petite
filles avec qui elle travaille. Parmi les guests, il y a aussi la rédactrice en chef de Vogue Italie, Franza Sozzani, des personnalités très attendues cette année parce qu'en 2012, elle n'avait pas pu venir à Tel Aviv pour des raisons de sécurité. Alors on y verra quoi cette semaine pendant cette Fashion Week? Alors gros programme qui a bien commencé avec 4 jours de défilé qui s'achèvera donc mercredi. On a des beautiful people, des photographes et des personnalités venues d'un peu partout dans le monde ainsi que les plus grands tops israéliens avec bien évidemment Bar Raffaeli et Gal Gadot et d'autres stars locales pour promouvoir les jeunes designers locaux. Alors justement on y verra quels designers sont à l'honneur? Alors il y en a plusieurs, 22 shows ont été organisés. Parmi les plus grands noms israéliens, on a Ronen Ren qui est passé donc hier soir, Sasson Kedem et Doreen Frankfort. Le but étant donc de promouvoir toutes ces marques israéliennes dans le monde. Autre événement très attendu, c'est le défilé de clôture dont tout le monde parle, qui aura lieu mercredi et qui mettra à l'honneur Ruth Dayan qui fêtera ses 97 ans. Elle, c'est la fondatrice de Maskit, la première marque de vêtements israélienne qui avait ouvert ses portes en 1956. Voilà, Ruthi Dayan, l'épouse du général Dayan. Exactement. Alors, c'est une Fashion Week très attendue parce que l'année passée, elle n'a pas vraiment eu lieu comme il fallait. Il y a un petit couac l'année passée, c'est ça? Alors, effectivement, l'année passée, les deux organisateurs se sont disputés. Lorsqu'on veut organiser une Fashion Week avec deux grosses personnalités, ça se passe pas toujours très bien. Du coup, ils se sont séparés. Ils ont décidé d'organiser chacun de leur côté leur Fashion Week. Eh bien, gros problème, rien n'a été fait, problème d'organisation, problème d'argent. Du coup, cette année, la Fashion Week était encore plus attendue que les autres années. Voilà, on continuera de suivre cette Fashion Week de Tel Aviv avec vous. Et puisqu'on parle de mode, on va parler de modèles, pas celles qui défilent sur les podiums en ce moment à Tel Aviv, mais plutôt des poupées Barbie. Effectivement, alors on va parler de modèle, on pense souvent à la maigreur quand on parle de modèle ou un physique qui ne représente pas vraiment la réalité des femmes. Et c'est comme ça qu'est née en fait une nouvelle poupée, elle s'appelle Lamili, c'est une poupée à mensuration normale, elle a été créée par l'artiste Nikolai Lam. C'est lui qui avait créé l'été dernier une fausse poupée Barbie avec des mensurations humaines pour montrer à quel point l'original était disproportionné et que si elle était réelle, elle ne pourra même pas rester debout, elle ne pourrait même pas marché. Voilà, cette fausse Barbie avait fait beaucoup de bruit, on s'en souvient. Énormément de bruit, beaucoup de réactions d'ailleurs sur le net. D'ailleurs, pour créer Lamili, Nicolas s'est basé sur le corps de cette Barbie qu'il a décidé de redessiner, de transformer en utilisant des mensurations, des mesures moyennes. Ce sont celles qui ont été fournies par la CDC, l'organisme américain pour le contrôle et la prévention des maladies. Alors on le voit, son visage est plus rond. Bon, elle n'est pas bien grosse non plus. Je n'ai pas dit qu'elle était grosse. Les mesures, elle est très jolie. Elle représente la normalité, donc elle ne va pas être ni grosse ni trop maigre. Elle est un peu plus ronde, elle a des yeux un peu plus grands, elle a des cheveux mi-longs, châtain et pas blond platine, et puis il a ajouté également des articulations, et puis il a beaucoup atténué le maquillage. Moins de maquillage. On reste dans le naturel. Nouvelle poupée Barbie, Rudy? Beaucoup, et puis je pense qu'en fait qu'on aura vraiment fait des progrès le jour où elle pourra défiler. En tout cas, ce type de femme, la femme normale, pourra être sur les podiums, et je pense que l'exemple partira de là. Ça a commencé en Espagne parce qu'il y a des lois qui ont été mises en place. En Israël aussi, des lois ont été... Mais par contre, pour les défilés, on garde quand même des mannequins en mensuration. Et c'est ça, peut-être internationale. Est-ce qu'elle est en vente, cette Barbie aux proportions humaines? Alors, elle va être en vente très prochainement pour récolter les fonds. Donc, on avait besoin de $95,000. L'artiste a lancé sa propre plateforme sur crowdfunding où il demande donc à toutes les personnes qui se connectent sur Internet de participer au financement de cette poupée. Et puis, il a même eu droit à l'aide de Robert Rambaud, qui est l'ancien vice-président de Mattel. C'est donc l'entreprise qui a créé Barbie pour le conseiller dans la fabrication de la poupée. Ce serait bien que les petites filles commencent à jouer avec des poupées aux dimensions humaines. Ça changerait, et puis à mon avis, il y aurait moins d'anorexie, et puis peut-être qu'il faudrait changer certaines choses sur Facebook et arrêter les Photoshop et les nouvelles applications qui permettent de faire croire qu'on est ultra parfait et finalement disproportionné, parce que la réalité, c'est pas ça. Vive le naturel, c'est le message de cette matinée. On termine en musique ? On termine en musique avec mon coup de cœur, une artiste israélienne, une jeune femme qui s'appelle Alma Zohar. Alors elle est très populaire en Israël, sur un air reggae, elle joue avec les mots entre l'hébreu et l'anglais. La chanson Indian Love a été élue chanson de l'année en 2008 par la radio locale et très populaire du pays Galgalatz. Une jeune femme de 37 ans et pleine de talent. On va l'écouter pour finir cette émission. Merci à tous les deux, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous dis à demain
en pleine forme. Passez une très belle journée, portez-vous bien. On se quitte en musique avec Almazor. לפנות בוקר מאיר אותי צלצול עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול הלו, הלו mi amor, it's Miguel I'm calling you in Israel just to say that I love you just to say that I love you Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you.